70 millions de dollars. C'est ce qu'un camp a dépensé pour empêcher le fils d'immigrés égyptiens de devenir le candidat démocrate au Sénat dans le Michigan. Et il a gagné quand même. Alors pourquoi ça n'a pas suffi ? Ce n'est pas juste une histoire de primaire locale de plus dans un État parmi 50. C'est un test grandeur nature de la seule question qui compte vraiment pour les démocrates en ce moment. Est-ce que l'argent des grands groupes peut encore acheter une élection quand les gens n'arrivent plus à payer leur loyer ? Abdul El-Sayed vient de battre Haley Stevens dans la primaire démocrate du Michigan pour le Sénat américain et NBC News a officiellement appelé la course. Je vais vous montrer 3 choses. Dans l'ordre, d'où vient l'argent qui a essayé de l'enterrer, ce que les électeurs ont dit sur le terrain pendant que ça se jouait, et pourquoi ce résultat envoie un signal qui dépasse largement les frontières du Michigan. Et la première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette victoire n'était même pas censée être possible sur le papier. Il faut savoir que d'après les chiffres publiés par le New York Times et relayés par le journaliste Teddy Schleifer, 6 groupes extérieurs ont dépensé 62 millions de dollars pour soutenir Haley Stevens, la candidate de l'establishment démocrate. Ça donne un rapport de 9 contre 1 en sa faveur. La moitié de cette somme, soit 32 millions de dollars, venait du super PAC lié à l'AIPAC, le plus gros montant jamais déposé par un seul groupe dans une primaire démocrate fédérale cette saison électorale. El-Sayed, lui, dans son discours de victoire, a évoqué un chiffre encore plus élevé, jusqu'à 70 millions de dollars dépensés contre lui, avec un ratio qu'il situe à 11 contre 1. Les 2 chiffres ne se contredisent pas forcément. L'écart tient probablement à la période comptée et à la source, mais dans les 2 cas, l'ordre de grandeur est le même. Une avalanche financière construite pour l'écraser avant même le premier bulletin de vote. Et voilà où ça devient intéressant. Malgré cet argent, malgré ce qu'El-Sayed lui-même a appelé des publicités mensongères diffusées en boucle à la télévision, il termine la soirée avec 3 points d'avance. Attendez un instant, parce que ce détail mérite qu'on s'y arrête vraiment. Dans la politique américaine moderne, un rapport de financement de 9 ou 11 contre 1, ça gagne presque toujours. C'est la règle, pas l'exception. Ici, la règle n'a pas fonctionné. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste une bonne soirée électorale de plus pour un candidat sympathique, rien de plus. Sauf que non. Parce que ce qui s'est joué dans le Michigan, c'est pas une anecdote locale, c'est un affrontement entre 2 théories concurrentes sur la façon de battre Donald Trump et ses alliés en novembre prochain. D'un côté, il y a ce que le cofondateur du Progressive Change Campaign Committee, Adam Green, a appelé sur C-SPAN la théorie du cas Chuck Schumer, miser sur un candidat statu quo, financé à hauteur de 60 millions de dollars par l'AIPAC, les crypto-monnaies, les grandes assurances, les géants pharmaceutiques et les compagnies énergétiques, dans l'espoir que ce profil rassure des électeurs indépendants méfiants envers les 2 partis. De l'autre côté, la théorie inverse. Un candidat qui promet de sortir l'argent de la politique et de se battre pour une couverture santé universelle capable de mobiliser des électeurs qui sinon ne se déplacent pas du tout. Ce soir-là, dans le Michigan, ce n'était pas seulement Stevens contre El-Sayed. C'était un référendum interne sur la stratégie démocrate elle-même et tout le pays regardait le résultat. Ce qui compte, ce n'est pas seulement qui a gagné le vote, c'est ce que les électeurs ont dit en sortant du bureau de vote pendant que les journalistes de MSNO les interrogeaient toute la journée. Et là, franchement, le tableau qui ressort ne colle pas du tout au récit habituel du swing state coincé entre 2 camps. Une électrice blanche, qui se décrit elle-même comme très modérée, a expliqué à la caméra pourquoi elle refusait de voter Stevens malgré son profil plus consensuel. Elle a dit littéralement qu'elle ne voulait pas qu'un seul dollar de ses impôts serve à financer ce qu'elle appelle de la violence, en référence directe au financement lié à la guerre à l'étranger. Et quand on lui a demandé si elle pourrait quand même voter pour une candidate plus modérée comme Stevens en position de repli, sa réponse a été sans appel. Ça la rebuterait à 100%, elle voterait pour un communiste avant ça. Une électrice modérée du Michigan qui dit ça sur une caméra en direct, ce n'est pas un détail anecdotique, c'est un signal d'alarme pour toute stratégie construite sur l'idée que le centre se rassure avec de l'argent institutionnel. D'autres électeurs interrogés, jusqu'au dernier votant de la journée, une femme prénommée Donna, arrivée à la dernière seconde après s'être trompée de bureau de vote, ont donné la même explication en une phrase. Ils voulaient un changement face à Donald Trump et au Parti républicain. Pas une nuance idéologique compliquée, juste ça. Un ras-le-bol assez large pour transcender les étiquettes gauche-droite qu'on colle d'habitude sur le Michigan. Et d'après les journalistes de MSNO présents
toute la journée sur le terrain, ce même ras-le-bol revenait sous plusieurs formes chez les électeurs interrogés. Refus de voir des centres de données géants s'installer dans leur quartier sans leur accord, peur de perdre leur couverture santé et colère contre ce qu'ils décrivent comme des descentes brutales de l'immigration fédérale dans leur commune. Ce ne sont pas des sujets qu'on associe d'habitude à une primaire sénatoriale locale, c'est plutôt le portrait d'un électorat qui a cessé de séparer la politique étrangère, la politique économique et la vie de tous les jours en 3 dossiers distincts. Ce sentiment que vous aviez en entendant depuis des mois que le Michigan est un État purement centriste où les campagnes se gagnent au chéquier, ce sentiment que quelque chose ne collait pas, il avait de bonnes raisons d'exister. Le vrai problème commence ici. Parce que si l'argent institutionnel massif ne suffit plus à garantir une victoire dans un swing state, ça veut dire que un des piliers les plus solides de la stratégie électorale démocrate depuis 20 ans vient de se fissurer publiquement sous les yeux de tout le pays. Un mardi soir de scrutin, quand 70 millions de dollars ne suffisent pas à acheter une élection, c'est que l'argent a arrêté de faire peur aux gens. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que jusqu'ici, on a parlé de dollars et de sondages. Il y a un deuxième fil à cette histoire, presque invisible dans la couverture rapide qu'on en a faite, et il change complètement la portée de tout ce qui précède. Pourquoi, précisément, l'AIPAC a-t-il choisi de mettre 32 millions de dollars sur ce siège en particulier? La réponse ne tient pas seulement à la politique intérieure, elle tient à la guerre. Il y a 4 mois et demi, au tout début de ce qu'El Sayed appelle la guerre catastrophique de Trump, Ben Mezelas du réseau Midas Touch l'avait interrogé directement sur le sujet. El Sayed, qui est médecin de formation, a été d'une clarté brutale. Cette guerre est illégale, injustifiée, et quelqu'un doit la payer. Et ce quelqu'un, c'est nous, à hauteur de centaines de milliards de dollars, et ça continue de grimper, de l'argent qui aurait dû aller vers les enfants américains ici même. Il a évoqué une école de filles détruite par un missile américain et posé la question la plus simple qui soit: imaginez ce que cet argent aurait pu financer s'il était tombé dans des écoles ici plutôt que sur des écoles là-bas. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, celui de Schumer et de l'aile centriste du parti. Leur constat de départ n'est pas absurde. Dans un swing state, un candidat perçu comme trop marqué à gauche peut effectivement faire fuir des électeurs indépendants inquiets à l'idée de perdre en novembre. Et cette stratégie a, par le passé, permis de conserver des sièges que l'aile progressiste aurait pu perdre. Ce n'est pas un raisonnement fabriqué de toutes pièces, il a une vraie cohérence historique. Sauf que le résultat concret dans le Michigan contredit sa propre prémisse. Avec un rapport de financement de 9, voire 11 contre 1, la candidate statue coopère quand même. Et les témoignages de terrain montrent que le rejet ne vient pas d'un positionnement économique jugé trop radical, il vient précisément du financement lié à la guerre que cette stratégie était censée neutraliser. C'est là que le tableau change vraiment. El Sayed a aussi parlé du prix de l'essence, $1 de plus par gallon chaque jour, et du diesel à $5 le gallon, celui qui fait rouler les camions qui amènent la nourriture jusqu'aux épiceries. Il a établi un lien direct, presque dérangeant de simplicité. Pendant que Trump et ses proches spéculent sur des marchés qu'ils influencent eux-mêmes, ce sont les familles du Michigan qui paient la facture au comptoir de la station-service et au rayon de l'épicerie. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on peut déjà dire ceci. Le fossé entre qui décide de la guerre et qui en paie le prix, c'est exactement le fossé sur lequel cette campagne s'est construite. Regardez bien ça, parce que la mécanique devient limpide une fois qu'on l'a sous les yeux. El Sayed n'a jamais dit que la guerre à elle seule expliquait tout. Il a nommé les bénéficiaires directement. Les fabricants d'armements qui empochent des profits records pendant que la guerre dure et des groupes d'intérêts alignés sur les intérêts d'un gouvernement étranger plutôt que sur ceux des familles du Michigan. Ce n'est pas un hasard de calendrier si le plus gros chèque jamais posé sur une primaire démocrate fédérale, cette saison, est tombé. Presque au dollar près, sur le seul candidat qui refusait publiquement de séparer la politique étrangère du porte-monnaie des gens. Ils n'ont pas seulement financé une candidate, ils ont financé le silence sur qui paie vraiment la guerre, et ce silence-là vient de sauter. Il y a une raison pour laquelle ce genre de lien entre financement de campagne et politique étrangère ne fait presque jamais la une des grands médias câblés. Et ce n'est pas un hasard de programmation. Attendez, il faut qu'on s'arrête une seconde là, dessus. 32 millions de dollars
d'un seul super PAC dans une primaire, ça devrait être en soi un sujet de couverture nationale pendant une semaine entière. Ça a duré à peine 48 heures de commentaires avant de disparaître de l'agenda. C'est un peu le principe du cheval de Troie. L'argent qui rentre habillé en soutien de campagne classique et qui repart, une fois à l'intérieur, avec une influence bien plus large que ce que la ligne comptable laissait deviner. Si vous vous contentiez des résumés de 30 secondes sur les grandes chaînes, cette mécanique-là, vous ne l'avez jamais vue passer. Il faut aussi être honnête sur un point, cette primaire a été brutale, et ça, personne dans le camp démocrate ne le nie. La troisième candidate, la sénatrice d'État Mallory McMorrow, s'est retirée tôt, laissant un face à deux. Une fois le résultat connu, elle a publié un message d'endossement complet pour El Sayed, en écrivant noir sur blanc que Trump et Mike Rogers comptaient sur la division du camp démocrate pour gagner en novembre, et qu'il fallait leur prouver le contraire. Ce n'est pas de la dysfonction, c'est le genre de désaccord interne normal qu'on retrouve dans n'importe quel parti vivant, suivi d'un ralliement rapide une fois l'urne tranchée. Et c'est précisément là que le récit bascule vers son vrai enjeu, celui de novembre. Parce que dans son propre discours de victoire, El Sayed n'a pas célébré longtemps. Il a directement enchaîné sur 13 semaines le compte à rebours avant d'affronter Mike Rogers, l'adversaire républicain que le camp démocrate qualifie sans détour d'extrémiste aligné sur Trump. El Sayed a dit à ses partisans que, quelle que soit leur friction passée avec l'autre camp démocrate, ça ne pèse rien comparé au cynisme, au corporatisme et au mensonge que Rogers et Trump s'apprêtent à déployer. C'est ce que devrait faire toute personne raisonnable après une primaire serrée, demander l'unité avant même que les derniers bulletins soient comptés. El Sayed a même prévenu ses propres partisans contre l'instinct du jeu, vous l'avez bien dit, en réclamant ce qu'il a appelé de la magnanimité dans la victoire. C'est rare, dans ce climat, d'entendre un vainqueur commencer par tendre la main plutôt que par savourer le score. Vous avez remarqué, comme ce genre de dynamique interne, une aile progressiste qui gagne contre 70 millions de dollars, puis qui tend immédiatement la main à l'aile centriste, passe presque toujours sous silence dans la couverture nationale, au profit d'un récit plus simple de partis démocrates divisés. C'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Ce qui devrait nous inquiéter, franchement, ce n'est pas seulement le montant dépensé contre El Sayed. C'est ce que ce montant révèle sur la stratégie que d'autres candidats démocrates ailleurs dans le pays envisagent encore pour 2026 et pour 2028. Adam Green l'a résumé avec une clarté rare sur C-SPAN. Si El Sayed bat 60 millions de dollars de dépenses extérieures, ça envoie un signal à tous les élus démocrates du pays qu'il est possible d'affronter des intérêts puissants et de gagner quand même, à condition d'avoir les électeurs de son côté. Et en novembre, si El Sayed l'emporte face à Rogers dans un swing state historique, ce signal atteindra aussi les électeurs prudents, ceux qui, comme le dit Green, ont peur de tout bousculer avant une échéance présidentielle majeure. Revenez avec moi à la question du départ. 70 millions de dollars engagés pour effacer un seul candidat d'une primaire d'État. Vous êtes venu pour comprendre pourquoi cet argent n'a pas suffi. Vous repartez avec la preuve que le problème n'a jamais été de convaincre les électeurs du Michigan avec assez de publicité. Le problème pour ce genre d'argent, c'est qu'il ne peut plus acheter la confiance de gens qui voient, facture à l'appui, qui profitent vraiment de la guerre et qui en paient le prix au comptoir de la station-service. C'est un peu comme la grenouille dans l'eau qui chauffe doucement. Pendant des années, personne n'a vraiment réagi à l'ampleur du financement extérieur dans les primaires démocrates, parce que ça montait progressivement, une élection à la fois. Le Michigan, ce mardi soir, c'est le moment où l'eau a fini par bouillir et où les électeurs ont sauté hors de la casserole plutôt que d'y rester. Il ne faut clairement pas transformer cette victoire en fin d'histoire. Triste semaine sépare encore El Sayed d'un adversaire général soutenu par toute la machine MAGA, avec un candidat que le camp démocrate décrit comme prêt à appliquer sans filtre l'agenda de Trump dans un État qui, ce mardi soir, a montré qu'il n'était pas si divisé que ça sur l'essentiel, l'accessibilité du logement, de l'épicerie, des soins de santé, et le refus de voir son argent partir financer une guerre que personne, dans les bureaux de vote du Michigan, ne semblait vouloir. Et pendant que cette question reste ouverte jusqu'en novembre,
ce sont les familles du Michigan, celles qui remplissent leur réservoir $1 plus cher chaque jour, qui absorbent le coût réel de tout ça, pendant que les porte-paroles des grands intérêts continuent, eux, de répéter que rien de tout ça n'est vraiment lié. Ce n'est probablement pas terminé. Je vous promets une chose. Dès que la cour générale entre El Sayed et Mike Rogers commencera vraiment à chauffer, vous le saurez ici en premier, avec les mêmes chiffres vérifiés et la même honnêteté sur ce qui est établi et ce qui reste encore à prouver. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître.